tous! J'espère que vous portez bien. Alors les gars, aujourd'hui, comme chaque jeudi, nous allons revenir sur notre rendez-vous hebdomadaire avec Monsieur Ben Jacobs et Mademoiselle Beth, que l'on remercie d'ailleurs au passage, ainsi que la chaîne Nightstand. Alors les gars, très rapidement, est-ce que vous aussi, vous avez le ressenti que le temps passe extrêmement vite? Personnellement, j'ai la sensation que l'on passe de jeudi à lundi, puis de lundi à jeudi, etc., etc. Juste pour souligner sincèrement à quel point le temps passe vraiment vite. Bref, comme d'habitude, on va essayer d'apporter une certaine clarté, une mise à jour sur les différents dossiers autour de Manchester United. Et les gars, tenez-vous prêts, parce que la première information que M. Ben Jacobs nous annonce, c'est la clôture officielle du dossier Tonali pour Manchester United. Il nous donne même un pourcentage. D'après ses sources, cette fois-ci, c'est mort à 99,9%. Et là, les gars, il rajoute quelque chose de vraiment très intéressant. Il nous dit, si dans un monde de bisounours, M. Sandro Tonali ou alors M. Elliot Anderson avait crié sur tous les toits qu'il voulait de Manchester United et uniquement de Manchester United, peut-être qu'à ce moment-là, Manchester United aurait fait le premier pas. Alors les gars, comme vous l'aurez remarqué, il l'a conjugué au passé. Si M. Tonali ou encore M. Anderson avait crié sur tous les toits, peut-être qu'à ce moment-là, Manchester United aurait fait le premier pas. Alors les gars, il me semble bien qu'à l'instant T, que ce soit M. Sandro Tonali ou encore M. Elliot Anderson, chacun est encore dans son club, n'est-ce pas? Ils n'ont toujours pas bougé. Mais bon, pourtant, il l'a conjugué au passé. Bref, voici donc les alternatives. On les connaît déjà, hein. Monsieur Matheus Fernandes, Monsieur Sanderberg, donc joueur de Fulham. Mais celui-là, je ne pense pas parce que je crois, faudrait vérifier, mais je crois qu'il a dépassé les 26 ans. Monsieur Baleba, bien sûr, Monsieur Scott et potentiellement Monsieur Wharton. Ok. Ensuite, concernant Monsieur Joe Mandé, écoutez bien ce qu'il nous dit. Ça va se jouer entre Liverpool et le PSG. Pourquoi? Car visiblement, le joueur préfère jouer à droite plutôt qu'à gauche. Et vu que Manchester United a plus besoin de faire venir un ailier à gauche plutôt qu'à droite, dans ce cas, c'est mort pour M. Diomandé. Ok? Donc, à droite, on rappelle qu'on a déjà M. Ahmad et M. Mbomo. Manchester United est en train de chercher activement un ailier à gauche. Et donc, ce serait potentiellement la raison pour laquelle M. Diomandé est off. Les gars, moi j'ai une petite question. Sincèrement parlant, vous allez penser que j'abuse, mais je dois quand même la poser. Ça, ils ne le savaient pas. Pour quelle raison, dans ce cas, ils ont passé de septembre jusqu'à mars sur le cas de Diomandé, en sachant que le joueur préférait peut-être jouer à droite plutôt qu'à gauche. Ce qu'il faut comprendre, les gars, moi, je suis pas là à venir me plaindre par rapport au montant, par rapport au fait de ne pas aller chercher 120 millions, 140 millions, Elliot Anderson ou je ne sais qui. Moi, ce qui me dérange, c'est le temps. C'est le temps que Manchester United met sur les joueurs en sachant pertinemment d'avance que c'est mort. Par exemple, Elliot Anderson, de septembre jusqu'à mai, ils nous ont fait comprendre que c'était la priorité encore et encore et encore et encore et encore, en sachant pertinemment le montant. Ce qui me dérange, ce n'est pas le fait de ne pas dépenser les 120 millions ou je ne sais quoi, c'est le temps, le laps de temps que l'on met sur les différents joueurs, que ce soit Joe Mandé, que ce soit Rogers, le temps que l'on met à les superviser pour finalement dire Bref, donc demander la raison, ce n'est pas une question finalement d'argent. La raison, ça serait potentiellement parce que le joueur préfère jouer à droite. LOL. Bref, je n'y crois pas du tout. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Je vais vous donner l'exemple de Monsieur Hackney. D'accord? Hackney, si vous vous en souvenez bien, on avait fait la vidéo. Pas moins de 24 heures, Manchester United avait communiqué l'information que la rumeur est complètement bidon. Ils ont shut down cela en quelques jours, en quelques heures, pardon. Même pas quelques jours, quelques heures. Mais pour autant,
Ils ont laissé courir les rumeurs de Monsieur Elliot Anderson, également de Monsieur Diomandé, pendant je sais combien de temps. Bref. Alors, troisième cas, Monsieur Matheus Fernandes. Donc là, il nous dit que rien n'a changé. Manchester United est toujours confiant qu'il pourrait donc éventuellement le faire venir, malgré que le Real soit toujours dans le coup. Les gars, on est bien d'accord que c'est assez contradictoire. Pour les cas Tonali et Anderson, il faut que ces joueurs-là viennent nous dire qu'ils veulent uniquement de Manchester United. Par contre, pour le cas Matheus Fernandes, ça ne dérange pas que le Real, le PSG ou d'autres clubs soient sur le dossier. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Alors là, il ne l'a pas dit, mais voici pour moi où est-ce qu'on en est pour Monsieur Matheus Fernandes. C'est-à-dire qu'à l'instant T, il a rajouté que le Real était intéressé. Donc le Real, il y a 3 noms qui circulent. Donc on a Enzo Fernandez, on a Matheus Fernandes et on a également le troisième, c'est qui déjà Le troisième, oui, c'est Rodri. Bon, Rodri, encore une fois, c'est Monsieur Riquelme qui le voulait. Mais bon, voici les 3 noms qui circulent du côté du Real. D'accord? Maintenant, comment moi je vois les choses pour le cas Matheus Fernandes? Personne ne veut payer les 80 millions. Ni le PSG, ni Manchester United, ni Arsenal, ni autre club. Personne ne veut mettre sur la table 80 millions sur le joueur. Tout le monde veut jouer la montre. D'accord? Tout le monde se dit que le 30 juin approche. Et donc, forcément, encore une fois, on le rappelle, que West Ham est quelque part dans l'obligation de faire entrer entre 100 et 150 millions. Dans le cas contraire, ils vont devoir être pénalisés. Et donc, tout le monde joue la montre. Et West Ham, de son côté, il se dit que parce qu'il y a plusieurs prétendants, ben forcément que les 80 millions vont sortir par A plus B égale X, Y, Z exponentielle de logarithme. Donc, chacun est en train de se regarder, chacun est en train de vouloir jouer. Le problème qui va se poser, c'est que quand on va arriver, admettons, vers le 28 juin, donc dans à peu près, il me semble combien? Le 18, donc dans à peu près 10 jours. Quand on va arriver vers le 28 juin, c'est là que tout le monde va vouloir accélérer. Donc que ce soit le PSG, le Real, Manchester United, chacun va vouloir faire un bras de fer avec West Ham. Et West Ham, encore une fois, même si on sera le 28, sera toujours en position de force parce qu'ils vont se dire que nous avons toujours Manchester United, le Real et le PSG. Donc je pense que ça va commencer à s'accélérer vraiment vers le 28. Mais je pense que West Ham va avoir gain de cause. Puisque nous avons 3 clubs, à moins bien évidemment que pendant ce temps, durant ce temps, nous avons 2 clubs qui décident d'abandonner complètement le dossier. Et que ne laisser la voie libre qu'à un seul club. Dans ce cas, West Ham sera donc en position défavorable. D'accord? Ça, c'est comme ça. C'est comment moi je vois les choses. Bref. Ensuite, donc ouais, il souligne que le PSG est également intéressé, mais toujours pas de move. Ils ont contacté West Ham, mais pour l'instant, rien d'autre. Ensuite, le cas Somerville. Donc, Manchester United est effectivement intéressé. Manchester United, et là, il précise bien que Manchester United préférait tous les jours mettre 50 millions pour M. Somerville plutôt que de mettre 100 millions pour M. Diomandé. Donc, voici la vraie raison. Qui viennent nous dire que le joueur préfère jouer à droite ou je ne sais quoi. Comment? C'est bon. Comme je l'ai dit, hein, moi, je veux juste pas qu'on me prenne pour un CON. C'est tout. En fait, c'est tout. C'est tout. On est tous capables de réfléchir. Arrêtez de nous prendre pour des... Donc voilà, et donc si jamais ils mettaient 50 millions sur M. Somerville, cela pourrait éventuellement leur laisser donc des sous pour acheter éventuellement un attaquant. D'accord? Ensuite, M. Scott. Alors, M. Scott, il nous dit que pour l'instant, encore une fois, rien n'a changé. Bournemouth négocie toujours avec le joueur pour que le joueur puisse signer un nouveau contrat. Et en fait, ils aimeraient répliquer la situation de M. Semenyo. M. Semenyo, il avait signé un contrat très tôt dans le mercato.
tout en lui garantissant qu'il pouvait partir pour pour un certain montant, pour une clause. Donc justement, il est parti justement en janvier à City pour une clause que City a payée. Et donc à ce moment-là, Bournemouth n'avait pas son mot à dire. Donc voilà. Ensuite, il y a un truc très important concernant Monsieur Scott. Il nous annonce que Tottenham, pour l'instant, est sur le dossier Tonali. Néanmoins, un truc vraiment très important, City pourrait faire le doublé. Pourrait signer et M. Elliot Anderson et M. Sandro Tonali. Les deux. C'est-à-dire que City est prêt, littéralement, à déverser 250 millions pour les deux joueurs. Pendant que nous, on est en train de nous rabattre sur les options D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Bref. Donc City pourrait faire signer les deux, les gars. Tonali et Anderson. On verra ce qui va se passer. Mais c'est fort possible parce qu'il faut également préparer, vous voyez, il faut également préparer le départ de M. Rodri. C'est pas cette année, ça sera probablement l'année prochaine. Et donc, si jamais Tottenham n'arrivait pas à avoir M. Sandro Tonali, à ce moment-là, Tottenham pourrait donc se rabattre sur M. Scott. Donc pour l'instant, M. Scott, nous avons Manchester United, nous avons Arsenal qui se sont renseignés. Basta. Tottenham pourrait également venir s'ajouter si jamais Tottenham venait à perdre le cas Tonali. Mais c'est si jamais il le perdait. C'est pas comme si il décidait déjà de se dire bon voilà, nous on est hors course, peu importe la situation, nous on s'enlève. Ok. Ensuite, il y a un point très important. Bon là il a pas dit, hein, mais c'est moi qui vais le souligner. La raison pour laquelle Manchester United doit faire attention, c'est surtout parce qu'il faut le rappeler encore une fois, parce que nous avons une énorme dette sur le dos. Et c'est la raison pour laquelle, peu importe les efforts de M. Jim Ratcliffe, pour moi les gars, il sera toujours considéré comme la personne qui a permis aux Glazers de survivre. Donc il peut être présent, il peut venir donner des conseils. Oui, il fait plein de bonnes choses. Là également, j'ai oublié d'en parler, mais la pelouse d'Old Trafford est en train d'être vraiment réhabilitée de manière totale. C'est une bonne chose. C'est excellent. Honnêtement, ce qu'il fait, il fait beaucoup d'efforts. Je le vois bien. Mais pour moi, comme je vous le dis, il sera toujours la personne qui s'est mis au lit avec les Glazers. Sans lui, les Glazers étaient gone. Donc c'est la raison pour laquelle, peu importe les efforts qu'il va fournir, pour moi, honnêtement. Et donc, guys, pourquoi Manchester United a tant de restrictions? C'est encore une fois dû à cette énorme dette. S'il n'y avait pas cette dette, je pense que Manchester United serait quelque part capable d'aller se ruer sur les stars. Des Vinicius, des Elliot Anderson, des Tonali, etc., etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle, je répète encore une fois, peu importe les sacrifices, peu importe les efforts de M. Jim Ratcliffe, pour moi, il restera toujours la personne qui a permis aux Glazers de survivre. Tout simplement, les gars. Ensuite, M. Ben Jacobs nous a donné une excellente phrase que j'ai beaucoup appréciée. Il a dit « Il faut souligner également qu'on ne gagne pas un mercato sur le papier. » Il a totalement raison. C'est vrai. Donc, on ne gagne pas un mercato sur le papier, mais sur l'alchimie qui pourrait être créée avec les joueurs déjà présents et les joueurs qui viennent d'arriver. Et là, il donne l'exemple de Liverpool, qui pour autant l'année dernière, ils avaient dépensé 500 millions. Néanmoins, ils ont fait une saison plus ou moins acceptable. Il n'a pas été masterclass comme il le pensait. Il a raison. Il a totalement raison. C'est pas une question de celui qui paye le plus, celui qui achète le plus. C'est juste pour moi une question de qualité. Si jamais City parvenait à avoir Tonali et Anderson, je suis désolé, ça serait tous les jours, mais tous les jours, mieux que Fernandez et Monsieur Ederson. On est bien d'accord, ce n'est pas un débat. Si on se concentre uniquement sur leurs qualités respectives, tous les jours, ces joueurs-là sont meilleurs. Donc déjà, il y a un gap. On rappelle que l'année dernière, City a fini 2e, nous on a fini 3e. Donc déjà,
à l'instant T, donc conclusion, puisqu'ils ont fini devant nous, City est donc à l'instant T une meilleure équipe. Et donc si derrière, ils continuent à acheter de meilleurs joueurs, quand est-ce que nous allons parvenir à réduire ce gap? Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est vrai, mais c'est quand même significatif. Ensuite, le cas Hall. Et là, les gars, petite précision. Il y a une rumeur qui disait que Chelsea était interdit de transfert. C'est faux. Chelsea est interdit de transfert pour son académie. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ils n'ont pas le droit de faire venir des joueurs, donc des jeunes, dans son académie. Si, en revanche, ils persistent dans leur, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais dans leur là, à ce moment-là, ils auront également interdiction de recruter des joueurs. Mais à l'instant T, pendant ce mercato, là, maintenant, Chelsea peut aller chercher des joueurs. D'accord? Donc, juste pour la petite parenthèse. Et donc, ils nous annoncent que Chelsea savait déjà qu'ils allaient perdre Cucurella. Parce qu'avant que le Real ne rentre dans la danse, c'était Atlético qui était là, voire même le Barça. Donc Chelsea savait déjà qu'ils allaient perdre Cucurella. Maintenant, il faut rappeler quelque chose de très important. Chelsea va récupérer Monsieur Kwanda. Donc vous vous souvenez, joueur d'Amorim, du Sporting. Donc Chelsea va le récupérer. Il a cité un autre nom. Donc en fait, Chelsea a quand même plusieurs options. Chelsea pourrait éventuellement se tourner vers Monsieur Lewis Hall, mais bon, pour l'instant, rien n'est sûr. Voilà, c'est juste une option pour l'instant. Donc voilà pour Monsieur Lewis Hall. Et pareil pour Monsieur Lewis Hall, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on est toujours dessus, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Newcastle va nous annoncer 65 millions? On va faire comme on l'a fait pour Tonali, comme on l'a fait pour Monsieur Anderson, comme on l'a fait pour Monsieur Diomandé, etc., etc., pour Monsieur Rogers, etc., etc. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas les joueurs. C'est juste pour moi, quand tu as des priorités, tu vas les chercher. Peu importe ce qui t'en coûte. Sinon, dès le départ, tu les écartes. Tu sais qu'ils vont coûter extrêmement cher. Tu ne te rabats pas sur eux, en fait. Bref, donc Lewis Hall demeure l'option numéro 1 pour Manchester United. Mais derrière, il y a des cas comme Anthony Robinson, donc joueur de Fulham. Lui, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, sincèrement. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'ai proposé. Anthony Robinson ou encore Truffert. Ok, ensuite là on lui pose la question si Dorgu pourrait éventuellement dépanner en tant que ailier gauche. Et là il nous dit que sincèrement, même si c'est le cas, United regarde pour l'instant activement pour une solution si jamais Rashford venait à partir. Donc il rappelle le fait que si jamais Rashford venait à partir. Et là bien évidemment elle lui pose la question Rashford. Est-ce que Rashford donc va partir? Là, il dit, je pense qu'il va partir. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais normalement, le plan pour Manchester United, c'est de laisser partir. Et voici les raisons évoquées. De 1, il a 29 ans, donc par rapport à son âge. Et de 2, par rapport à son salaire exorbitant. Et en fait, ce qui s'est passé, les gars, ça c'est une petite parenthèse qu'il faut apporter. Donc certes, on a beaucoup craché sur Rashford, mais également, au moment où Ineos est arrivé, tout de suite, ils se sont tournés sur les gros salaires. D'accord? Donc tout de suite, ils se sont retournés sur les gros salaires, donc tels que Rashford, Casemiro, Sancho et Bruno Fernandes. Tout de suite, la première chose qu'ils voulaient faire, c'était de se débarrasser des gros salaires. Et vous le savez d'ailleurs. Bruno Fernandes, l'année dernière, ils voulaient le liquider, vous le savez. Casemiro, ils ont essayé de le liquider à 2 reprises, ils n'ont pas réussi. L'année dernière, on parlait de lui beaucoup d'Arabie Saoudite, mais finalement, il a décidé de rester, et vous le savez également. Sancho, ils l'ont prêté 2 fois, Rashford, ils l'ont prêté 2 fois. Donc, ça veut dire que dès qu'ils sont arrivés, et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle, les gars, je vous dis, il y a un problème. C'est-à-dire que les mecs, dès qu'ils sont arrivés,
ils ont omis les performances des joueurs. C'est-à-dire, oublions les performances des joueurs. Tout de suite, ils sont concentrés sur les salaires des joueurs. Donc tout de suite, ils ont voulu se débarrasser donc de Casemiro, de Sancho, de Rashford et de Bruno Fernandes même. Bruno Fernandes l'a dit d'ailleurs l'année dernière. Donc ça, c'est un problème, vous voyez, c'est que on est trop axé sur les économies, sur... Je suis désolé, non, guys. C'est pas comme ça que l'on devrait vraiment s'orienter. Je pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Si vous êtes là, toujours axé sur les petites dépenses, réduire les coûts. Oui, pour le bien-être d'une société, oui, je suis d'accord, mais pas à ce point. Et encore une fois, si tu savais que tu allais venir nous pourquoi tu es venu nous casser les Bref, je m'adresse bien sûr à monsieur Radcliffe. Et donc, Rashford devrait partir, donc il y a deux problèmes, âge et salaire. Maintenant, il y a un truc très important, c'est que depuis son but hier, la narration elle a changé, les gars. Je vois plein de youtubeurs, même Rio Ferdinand, venir nous dire « Et si finalement, et s'il restait ?» Ces mêmes personnes-là, il y a encore une semaine, 2 semaines, voire même quelques jours, étaient en train de crier sur tous les toits « Rashford, il faut le liquider, il faut le liquider, il faut le liquider, il faut le liquider, il faut le liquider. » Hier, il est rentré, il te marque un joli but, et la narration commence à changer. Donc, il y a un problème Rashford, c'est que, de un, Rashford, pour moi, les efforts qu'il est prêt à soumettre pour Aston Villa, ou encore pour Barcelone, ou pour un autre club, il ne veut pas les faire pour Manchester United. Voici mon principal problème avec Rashford. C'est-à-dire que Rashford, si vous allez comprendre, enfin, si vous l'avez remarqué, Rashford ne se distingue que quand il est à la quête d'un contrat. Vrai ou faux? Là, je donne l'exemple de Barcelone. Là, Barcelone, il a tout fait. Avant Barcelone même, on va aller sur le cas Aston Villa. Pour Aston Villa, il a fait des tacles. Pourquoi? Pas parce qu'il voulait rester à Aston Villa, juste parce qu'il voulait prouver qu'il était toujours un bon joueur et qu'il avait encore la cote pour pouvoir atterrir ailleurs. Cette année, même chose. Il est là à Barcelone, il a marqué quelques buts, parce qu'il veut prouver. Mais à Manchester United, c'était la même chose. Il veut prouver. À partir du moment où celui-ci a gain de cause, il se dit West Coast. C'est ça le problème de Rashford. Je n'ai jamais douté sur ses talents. Hein. Je pense que c'est un bon joueur, j'ai toujours dit. Mais pour moi, son attitude, elle est déplorable. Monsieur nonchalant, je suis pas content d'être là. Et en plus, autre point, guys. Quand il est à Barcelone, parfois, ça ne le dérange pas de jouer en pointe. Mais quand il est chez nous, on veut le mettre en pointe. Non. Il te dit, lors d'une interview, je me rappelle très bien, j'ai pas envie de jouer en pointe. Mais tu te prends pour qui? Donc là, je vois que la narration commence à changer. Même dans les supporters, hein, il y en a plein qui disent « Ouais, s'il revenait, il va nous faire du bien. » Il va nous faire du bien, peut-être. Mais je répète une chose. Les efforts que Rashford est prêt à soumettre en tant que quelqu'un qui cherche un objectif, quelqu'un à la quête d'un contrat, ne sont pas les mêmes efforts que quelqu'un qui a déjà son contrat. C'est différent. C'est différent, les gars. Donc, voilà. Ensuite, voilà, donc il nous dit que même s'il y a 40 millions de livres comme clause pour Rashford, il y a 2 points qu'il faut pas oublier. Premier point, le fait que son salaire soit exorbitant. Et donc, cela va faire abandonner beaucoup de clubs. Il rappelle également que nous avons la Turquie et 3 clubs d'Arabie Saoudite qui seraient peut-être sur le coup. Maintenant, est-ce que M. Rashford, à 29 ans, voudrait déjà rejoindre l'Arabie Saoudite? J'en doute. Voilà. Et puis, il souligne le fait que hier, même s'il a marqué un but, il est quand même le remplaçant de M. Gordon. Donc ça, c'est un point également qu'il faut souligner. Maintenant, voici comment moi je vois les choses. Nous sommes aujourd'hui le 17, n'est-ce pas? Le 18, pardon. Nous sommes le 18. Si, d'ici le 10 juillet, observez bien,
Si d'ici le 10 juillet, vous voyez une vidéo de Manchester United, donc sur la chaîne YouTube de Manchester United, une vidéo de Rashford, vous allez comprendre que la narration elle a changé. Si ils veulent finalement donc changer d'avis et donc nous faire avaler la pilule, voici ce qu'ils vont faire. Je les connais par cœur. Ils vont nous mettre une vidéo de Rashford, les plus beaux buts de Rashford par exemple, genre les 10 meilleurs moments de Rashford, les 10 plus beaux buts de Rashford. Bref, si vous voyez une telle vidéo d'ici le 10 juillet, c'est que les gars, Rashford va rester. Manchester United n'a pas trouvé de solution alternative, finalement, ben, il va rester. Donc voici comment moi je vois les choses. Je peux me tromper, hein, mais bon. Ok. Donc voilà pour le cas Rashford. Et les gars, petite parenthèse, je voulais également rebondir sur le cas Tourelle. Hier, j'ai pas vu le match encore une fois, mais j'ai entendu beaucoup d'internautes dire que c'était probablement le meilleur match qu'ils aient vu depuis le début de ce mondial. C'est ce que les gens ont dit, d'accord? Et puisqu'ils sont nombreux à le dire, je suppose que c'est vrai, d'accord? Tourelle, à 3-2, qu'est-ce qu'il a fait? À 3-2, qu'est-ce qu'il a fait, Tourelle? Il a, je pense qu'il a fait rentrer 3 joueurs à vocation offensive. Et au lieu d'aller vraiment préserver le score, il est allé enfoncer le clou. Il est allé chercher le 4e. Chose que, les gars, vous le savez très bien, Southgate, il l'aurait fait tous les jours. Et c'est justement ce que moi je veux voir côté Manchester United. J'ai pas envie de venir voir 1-0, ça y est, on arrête de jouer. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Ou alors il y a 2-1, 3-2, on arrête de jouer. Non, non, va tuer le match. J'ai entendu Gary Neville dire que c'est le meilleur coach qu'ils aient vu depuis je sais pas combien d'années. Au lieu de préserver le score, il est allé enfoncer le clou. Donc c'est la même chose. Même si derrière, et je le dis maintenant les gars, si là, admettons, il y a 3-2 et que au lieu d'aller préserver le score, M. Rika décide d'aller enfoncer le clou, d'aller chercher le 4e but, et que derrière, malheureusement, il se fait gaze et que l'équipe adverse égalise, ça va faire mal, mais les gars, je ne l'en voudrais pas. Je vous jure que je ne l'en voudrais pas. Mais alors là, pas du tout. Je ne l'en voudrais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le temps que ça va arriver. Si tu vas vraiment chercher le 4e but, tu as plus de chances de marquer le 4e but que de te faire égaliser. 2 sur 10, tu vas te faire égaliser, certainement, oui. Mais 8 sur 10, tu vas marquer le 4e but. Plutôt que de venir, voilà, jouer bloc bas et tout de même prendre le 3e but. Ça m'énerve, ça. Genre, tu as 3-2, tu décides de jouer la défense et malgré cela, tu encaisses. Bref, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Et donc, voilà, conclusion. Il pense toujours que Manchester United va faire venir 5 joueurs lors de ce mercato. Mais bon, on va voir ce qui va en être. Et enfin, on lui a posé la question si Amorim pourrait éventuellement faire venir des joueurs côté Manchester United. Bon, ça, c'est donc, on appelle ça les super chats. Donc, ce sont les gens qui regardent l'émission, qui posent des questions et elle les transmet. Bon, pour moi, Amorim, déjà, les joueurs qu'il voulait, est-ce qu'il les a eu réellement? De deux, il y a une certaine animosité toujours qui demeure entre lui et Manchester United. Pourquoi, par exemple, il va vouloir nous faire une fleur? Pardon. Pourquoi? Donc on l'associe peut-être, j'ai vu des rumeurs qui disaient que il pourrait éventuellement se pencher sur le cas Ugarte. Les gars, pourquoi? Pourquoi il va vouloir faire une fleur à Manchester United? De 1. Et même pendant qu'il était là, Ugarte, il ne faisait pas très loin de jouer. Hein. Il n'appréciait pas tant que ça. Donc pour moi, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Et donc il nous dit que le Milan, déjà, parce qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions, n'ont pas beaucoup de budget. Et que là, la priorité pour le Milan, c'est d'abord faire venir un défenseur et un ailier. Donc voici grosso modo le rendez-vous hebdomadaire avec M. Ben Jacobs. Donc guys, je pense qu'on a fait le tour, même si on a un peu débordé.
parce qu'il y a pas mal de points sur lesquels je voulais revenir. Et donc, je pense qu'on a fait le tour, même si par moment j'ai bugué. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être venu jusqu'ici, les gars. Prenez soin de vous et je vous dis peut-être à demain. Je pense que samedi, je suis pas sûr, mais samedi, je vais faire une petite vidéo sur les 5 joueurs à aller chercher en championship. Je sais qu'elle n'a aucun sens à l'instant T. Je sais qu'elle n'a aucun sens, hein, sincèrement, parce que Manchester United a toujours un train de retard. Ederson, par exemple, j'avais parlé de ça il y a 2 ans. Donc là, je me dis que si je fais la vidéo aujourd'hui, on y reviendra peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Bref, merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.